Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous choisir pour vous informer. C'est l'heure du 22h et vous êtes sur Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. La 72e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte ce mardi à New York avec la participation du président Alpha Condé. Le chef de l'État prononce un discours du haut de la tribune de l'ONU. La quintessence de ce discours c'est assuré dans ce journal. Et pendant ce temps, en Guinée, les partis de l'opposition républicaine, elles, entendent battre le pavé pour protester contre notamment le retard dans l'organisation des élections communales. Nous irons à la rencontre d'un entrepreneur qui, à travers de simples cartons, fabrique des sacs biodégradables à usage multiple. Voilà pour le tableau. Encore une fois, bienvenue. Le président guinéen a fait son discours ce mardi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Alpha Condé, qui s'est aussi exprimé au nom de l'Union africaine, a parlé des défis qui se posent au continent devant la famine, la crise migratoire, le terrorisme, entre autres. Le chef de l'État guinéen reste optimiste. Je vous propose de le suivre dans ce court extrait. Le retard de l'Afrique n'est pas une fatalité. L'Afrique a été le continent le plus dynamique aux 7 dernières décennies. Selon les prévisions du Fonds monétaire de la Banque mondiale, cette croissance se poursuivra en dépit de la chute des prix des matières premières fixées en dehors du continent et dont nos économies restent fortement dépendantes. Face à cette situation, nous devons diversifier nos économies et les rendre plus résilientes à travers davantage d'investissements dans des secteurs véritablement porteurs et croissants durables tels que l'agriculture, les infrastructures, les technologies de la communication, de l'information et l'énergie. L'industrialisation et la transformation structurelle auxquelles l'Afrique aspire est tributaire de nos accès à l'énergie, mais surtout de l'intégration économique du continent à travers la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale prévue au marché commun africain. Et pendant ce temps, sur le territoire national, les partis de l'opposition républicaine battront le pavé demain et à leur côté seront présents les membres du Front pour l'alternance démocratique, en abrégé FAD. Ces derniers l'ont fait savoir ce mardi en marge d'une rencontre qu'ils ont eue dans la commune de Ratoma. Mariam Fodé Camara, Mohamed Soma. C'est après plusieurs heures de concertation que les membres du Front pour l'alternance politique ont fait une déclaration. Ils apprécient la démarche de la CENI qui poursuit sa tournée dans les partis politiques et condamnent les violences à Boké. Vous n'êtes pas sans savoir aussi de la visite que nous avions eue ici de la CENI et que nous avions beaucoup apprécié, peut-être qui a coupé le pont entre le passé et le présent, avec l'institution en charge de l'organisation des élections. Et nous avions aussi condamné la violence, que nous rendons d'ailleurs le gouvernement responsable pour le cas de Boké. Et nous voulons que cela ne se produise plus grand jamais à Boké. Quant à leur participation à la marche de l'opposition prévue le 20 septembre, les membres du Front sont clairs. Parce que vous avez constaté lors de la dernière marche, nous n'avions pas participé. La raison pour laquelle nous n'avions pas participé à la marche, c'est parce que, même en temps de guerre, dès que les protagonistes se retrouvent autour de la table, on déclare un cessez-le-feu. Cette fois-ci, nous participons avec vigueur à la marche du 20 septembre. Pour ce qui concerne les 20 milliards accordés à la Guinée, Aboubakar Silla demande à ce que l'accord soit soumis à l'Assemblée afin qu'il soit analysé et adopté. Le FAD, on estime que c'est un engagement sur une période assez longue. Et cet engagement concerne des ressources naturelles sur lesquelles les Guinéens ont le même droit. Donc nous avons estimé qu'un gouvernement, quelle que soit sa légitimité, ne peut pas engager notre pays sur une durée aussi longue de 20 ans et sur des ressources aussi importantes que les ressources bauxitiques, qui encore une fois appartiennent à tous les Guinéens, sans recevoir l'onction du Parlement. C'est le Parlement qui a la représentation nationale. C'est le Parlement qui parle au nom du peuple de Guinée. Donc le gouvernement doit, à notre avis, publier immédiatement cet accord cadre et le soumettre à la plus prochaine session de l'Assemblée nationale pour que les députés se prononcent sur la question et valident ou invalident le fait que pendant 20 années, la Guinée va aliéner plus de
près d'une dizaine de milliards de tonnes de bauxite au profit de sociétés venant exclusivement d'un seul pays. À en croire le porte-parole de l'opposition, les dispositions sont prises pour le bon déroulement de la marche. La question d'un éventuel troisième mandat du chef de l'État guinéen continue de faire débat. Des voix, non pas des moindres, ne cessent de s'élever pour la défense de la Constitution et donc le respect de la limitation des mandats. C'est le cas du président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, en abrégé INDH, qui tire la sonnette d'alarme sur la présence de ceux qu'il qualifie d'extrémistes autour du président Alpha Condé. Cette réaction de Mamadi Kaba intervient dans la foulée de la sortie de son livre qui s'intitule justement « La Guinée face aux défis démocratiques ». Mamadi Kaba s'inspire des sorts d'anciens présidents africains qui ont failli succomber sous l'emprise des extrémistes qui les entouraient. Le capitaine Moussa Dadis Camara est l'exemple qu'il a fini par choisir. Les extrémistes de son camp ont fini par le faire tomber dans le piège de la continuité et il a tourné dos à ses engagements et la conséquence a été le 28 septembre et tous les malheurs que le pays a connus. Et donc, quand un pays comme la Guinée se souvient de ces situations-là, il est évident que si des voix se font entendre provenant du camp du président de la République pour demander que le président reste en fonction, alors il est évident que tout le monde a le droit d'avoir peur, tout le monde a le droit de s'inquiéter, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans alternance. Pour le président de l'INIDH, le rôle d'un ancien président de la République dans une nation est d'une importance capitale dans la construction d'une démocratie et un état de droit. Nous ne voulons pas que ce soit les mêmes personnes, quelle que soit leur efficacité, qui continuent de gouverner. Nous voulons que le président Alpha Condé, après ses 2 mandats, se retire du pouvoir, maintenant devient un conseiller pour la nation. Il devient une idole pour la Guinée, il devient une lumière pour la Guinée. Quel que soit le président qui vient, il aura des conseils à donner à ce dernier, il aura des prises de position qui vont inspirer le peuple. C'est de cela que toute démocratie se nourrit. Même si jusqu'ici, le président guinéen Alpha Condé ne l'a pas officiellement annoncé, il faut tout de même rappeler que dans le camp présidentiel, tout porte à croire que les préparatifs d'un 3e mandat sont en cours. En parlant de l'INDH, le collectif d'ONG de défense des droits de l'homme s'est rendu ce mardi au siège de l'Institution des droits humains. Objectif de ce déplacement, parler du rapport sur les violences survenues à Kamsa du 8 au 13 juin dernier. Un rapport qui intervient après une mission d'enquête menée dans la ville minière de Kamsa. S'assurer du respect des droits humains, quelles que soient les circonstances, est l'objectif que s'est assigné ces acteurs pour la défense des droits de l'homme. Pour eux, les violences faites aux hommes ne doivent pas rester impunies. C'est de nous assurer vraiment que dans toutes les manifestations, qu'elles soient autorisées ou pas, que des droits ont été respectés. Et si les droits ont été violés, nous partons sur le terrain pour avoir ces éléments-là. Et donc, lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, selon les témoignages recueillis de part et d'autre, effectivement, il y a eu un jeune de nom de Conté qui a été tué à balles réelles. Et il y a aussi 33 blessés que l'hôpital a déclarés. Il y a aussi des dégâts matériels importants que nous avons constatés. Aujourd'hui, la situation dans la ville bauxitique de Boké interpelle le collectif. Il estime que l'exploitation des ressources minières de cette localité ou toute autre zone minière doit profiter aux communautés telles que prévues par le code minier. Le contenu du rapport, nous avons eu à dégager et à formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des organisations de la société civile, à l'endroit même des politiciens et aussi à l'endroit des sociétés minières. Il faut respecter les droits des communautés. Quand vous regardez dans le code minier, dans son article 130, c'est clairement défini que les sociétés minières doivent signer une convention de développement avec les communautés. Ce collectif d'ONG n'attend pas fléchir face aux multiples violations des droits de l'homme constatées ces derniers temps à Boké. Ils invitent l'État à prendre ses responsabilités afin d'éviter ces grognes populaires souvent violemment réprimées.
Le Conseil économique et social a ouvert sa deuxième session ordinaire ce mardi à son siège. Au cours de cette assemblée plénière, l'institution s'est félicitée des travaux menés lors de la première session et s'est inscrite dans la logique de l'amélioration de ses études portant notamment sur le mécanisme de l'autosaisine assorti d'avis et de recommandations à l'intention du chef de l'État et de l'Assemblée nationale. Abdourahmane Ba, Aboubakar Den Kamara. Au cours de cette deuxième plénière, plusieurs sujets feront l'objet d'échanges dont, entre autres, les enjeux du foncier urbain et rural guinéen pour un aménagement moderne du territoire. En choisissant ce thème d'autosaisine, la Commission a voulu s'attaquer à une des préoccupations majeures des populations guinéennes, relative à leur bien-être social à travers un accès facile au foncier, à la réalisation d'infrastructures d'habitation, d'industrie, de commerce et dans un environnement sain doté de tous les conforts de base. Aujourd'hui, cette institution a des opportunités de participer à l'analyse des problèmes sociaux et tous les autres secteurs étatiques. Un atout qui devrait lui permettre de jouer davantage son rôle. Nous ne pouvons mesurer l'impact de nos avis et recommandations sur l'action gouvernementale et parlementaire qu'à travers la pertinence de nos réflexions pendant nos travaux de commission. Le CES n'a pas été consulté avant l'adoption de l'actuel plan national de développement économique et social. Le ministre conseiller spécial du président de la République demande l'institution à exiger au pouvoir exécutif et législatif de se conformer aux dispositions constitutionnelles concernant leur obligation à les saisir pour les projets et propositions de loi. La Constitution est claire et elle précise de façon expresse que le Conseil économique et social est obligatoirement saisi des projets de loi, de plans et de programmes à caractère économique. Vous ne devez pas abandonner vos démarches à faire pour amener le pouvoir exécutif et législatif à se conformer aux dispositions constitutionnelles. Les conseillers et conseillères du CES ont jusqu'au 21 novembre 2017 pour procéder à des réflexions sur les problèmes actuels du pays. S'agit-il d'une opération de charme? Quoi qu'il en soit, le gouvernement guinéen a procédé récemment à la nomination de certains syndicalistes à des postes de responsabilité. Ils sont directeurs préfectoraux pour certains et communaux de l'éducation pour d'autres. Parmi ces syndicalistes, il y en a qui n'ont pas accepté cette offre. Le secrétaire général adjoint du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est de ceux qui tiennent à la sauvegarde de leur liberté syndicale. Mais ce choix a un prix. Baka Souman affirme qu'il en paye déjà les frais. Dans ce reportage signé Adja Fatoumata Fofana, Yakouba Traoré, vous en saurez sûrement plus. Aboubakar Souma était déjà sur la table de négociation en février dernier lorsque les centrales syndicales ont déclenché une grève pour le respect des accords de janvier 2016. Les ministres ne veulent plus le recevoir au même titre que les autres syndicalistes et pour cause, il aurait été nommé par décret présidentiel. C'est dans mon temps, le ministre de mon temps, c'est le travail qui prend la parole pour dire qu'il y a un élément dans la salle qu'il ne voudrait pas avoir dans la salle et que il a été nommé, donc il ne doit plus être dans la salle. Et le ministre de l'enseignement préuniversitaire aussi a emboîté le pas pour dire que c'est un acte du pouvoir central. Hein? Alors si je suis nommé, donc il ne voit pas de raison qui puisse m'empêcher, n'est-ce pas, de ne pas prendre poste. Alors que la nomination, c'est quand tu veux. Si tu ne veux pas, tu peux ne pas aller. Aboubakar Souma dit avoir été menacé d'arrestation en février 2017. Il reste déterminé à défendre les intérêts des enseignants et des élèves. J'ai été l'objet d'arrestation, de menaces jusqu'à mon domicile. Et les gendarmes ont envahi chez moi. Ils ont passé la nuit chez moi. Ils sont rentrés dans ma maison la nuit à 5 h du matin, demander à ma femme où me trouver. Perquisitionner ma maison sans aucun mandat. Parmi les syndicalistes nommés, 3 sont déjà à leur poste à l'intérieur du pays. Certains sont partis, nous deux on n'est pas partis, Kalatouba et moi. Maintenant, pour alors mettre effectivement en évidence leur, n'est-ce pas, le coup qu'ils veulent, la déstabilisation qu'ils veulent porter à l'endroit du syndicat, aujourd'hui,
nous avons reçu, hier, nous avons reçu la correspondance le vendredi comme quoi les négociations devaient être reprises aujourd'hui à 10 h à la fonction publique. Environnement à présent, les matières plastiques constituent une partie importante des déchets qui inondent actuellement la capitale guinéenne. Un Guinéen, justement, propose une alternative à travers de simples cartons. Il fabrique des sacs biodégradables à usage multiple. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souma ont fait une immersion dans son atelier. Suivez. Des cartons lourds, légers et moins légers constituent la matière première de cet artisan. Ces lamelles, colle en pâte, presse-boutons et cordes lui servent d'instruments de travail. Au bout, il produit des sacs biodégradables en lieu et place des plastiques. Il y en a qui sont destinés uniquement pour la chorégraphie, la sérigraphie. Il y en a qui sont destinés pour fournir le nécessaire au supermarché. Il y en a qui sont destinés pour nos sœurs qui viennent payer des colis lourds au marché. Donc voilà les différents types que j'ai et le moyen. Il fabrique également des sacs qui peuvent être utilisés dans les pharmacies, stations-service et autres. Le revenu, Ibrahima Sori ne s'en préoccupe pas. Pour l'instant, sa principale préoccupation est comment attirer l'attention des autorités et les citoyens sur son activité. Depuis que j'ai commencé la production jusque là où je suis, je n'ai pas vendu 1 centime de sac d'abord. Je ne fais que produire et stocker. Il y en a qui viennent, je les donne à titre de publicité pour qu'ils sachent dans les mains de ces gens-là que nous existons. Mais je n'ai jamais vendu encore 1 sac. Je me débrouille de mes propres frais pour que je puisse émerger. À l'image d'autres pays, la Guinée peut lutter contre les matières plastiques en soutenant ce genre d'initiative pour que les produits finis soient vendus à un prix abordable. Mais si l'État s'impliquait tout de suite en m'accompagnant financièrement, tous les sacs que je vais vendre à 1000 francs, je serai à mesure de les vendre à 500 francs. Donc la population aura l'accès facile aux biodégradables. Tout le monde va haïr les matières plastiques. Pourquoi cet ancien cadre DDG s'est-il lancé dans cette activité? Ma motivation est partie du fait que le constat est alarmant aujourd'hui à Conakry au point de vue d'insalubrité. Une motivation qui risque d'être déçue, puisque depuis des mois, cet artisan court dans des couloirs de l'administration pour un appui, sans suite favorable. Voilà donc 2 mois à peu près, jour pour jour, que les travaux de réhabilitation de la chaussée du rond-point de Matoto sur la nationale numéro 1 ont débuté. Des travaux qui vont bientôt connaître leur dénouement. Cela permettra la libération de l'Arte Sud avant le lancement des travaux sur l'autre. C'est en tout cas l'assurance que nous donne le secrétaire général du ministère des Travaux publics qui a visité le chantier cet après-midi. Mohamed Souma, Abdoulaye Kamara. Pelle à la main pour les uns et transport de béton pour d'autres, les ouvriers mettent l'huile de coude au dur labeur pour être dans le temps. Malgré le trafic naissant qui ne facilite pas l'exécution normale des travaux ici, la libération de la voie est envisagée pour très bientôt. L'artère principale, elle est prête. On attendait un peu parce que c'est le béton. Il faut attendre des jours, des mûrissements. On a fait des essais. Je viens de consulter les essais du labo. Et à 7 jours déjà de la dernière partie qui avait été bétonnée, le résultat est satisfaisant. Et je pense que dans la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine, on peut libérer cette première partie. Le béton employé tiendrait plus longtemps que prévu d'après les premières observations faites. Cette fois, la chaussée sera exemptée des travaux ultérieurs de la SEG, souvent indexés de faire des trous inopportuns. Au point de vue garantie, vous voyez, ici mon secrétaire général vient d'annoncer que, bon, il parle de 20 ans. Maintenant, moi, pour l'exploitation, là, minimum, vous avez les 30 ans. Au niveau des arrêts de béton, on doit poser les tuyaux pour éviter les saignées du béton. Faire traverser, comme on appelle ça, l'eau, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la téléphonie, et tout est prévu. Avant de commencer les travaux sur l'autre voie, les interminables embouteillages, certes dus aux travaux, retiennent l'attention des équipes de travail. Je présente les excuses à tous les usagers
et demander la discipline, parce que c'est vrai qu'à cause des travaux, il y a des embouteillages, mais à cause de l'indiscipline de certains usagers, pas tous les usagers, de certains usagers qui font des demi-tours à des endroits non indiqués pour ça, ça aussi, ça augmente l'embouteillage. Tenez, il se passerait des choses inimaginables au cimetière de Cameroun. Des tombes seraient en effet profanées. Est-ce réel? Comment les vigiles de ce lieu s'organisent-ils pour assurer la sécurité de cette tombe? Je vous invite à découvrir les réalités du grand cimetière de Cameroun dans ce reportage signé Djibril Ba, Ibrahima Sori 5 Soma. Devant le portail du cimetière Cameroun, il semble que personne n'est là pour assurer la sécurité. Des personnes assises aux alentours donnent l'impression d'avoir perdu un de leurs. Pourtant, chaque entrée et sortie du cimetière est suivie à la loupe. L'un des chefs du lieu nous exprime comment ils reçoivent les corps. Nous avons un boulot qui n'est pas difficile. On s'occupe des corps. Quand il y a un cas de décès dans un hôpital, il faut un acte de déclaration pour recevoir ici le corps. On garde la copie de la déclaration, puis on s'occupe de la tombe. Keita décline toute accusation. Selon lui, les corps ne sont pas déterrés. Il faut, dit-il, être un mécréant pour se livrer à cette pratique. On peut le considérer ainsi, mais ce n'est pas la réalité. Nous croyons au Seigneur. Et si tu te fâches parce qu'on le dit, tu te livres à la pratique. Tout acte de déclaration de décès est immédiatement enregistré par lui, car Keita devra faire le rapport mensuel des cas de décès auprès de ses chefs hiérarchiques au gouvernorat de la ville de Conakry. Sur cet aspect, il est intraitable et du coup, tous les autres obéissent au même principe. Nous sommes rémunérés par l'État. Nous ne réclamons aucun sou et il n'y a pas un prix officiel pour enterrer un corps. Qu'on nous fasse des cadeaux ou non, nous on fait notre travail. Au cimetière de Cameroun, la sécurité est-elle bien assurée dans sa totalité? Notre interlocuteur ne badine pas sur la question et nous précise l'appui des gardes forestiers. On n'a jamais aperçu un individu sur nos murs. Juste à côté, il y a des gardes forestiers. Ils observent tout. Encore faut-il s'interroger sur la propriété du cimetière de Cameroun. Amara Keita s'offusque et laisse entendre que rien n'est entrepris. Cependant, il craint le danger des reptiles comme les serpents qui aiment s'aventurer à des endroits pareils. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information cadrage pour vous. Mohamed Alucen Kamara était présent et Abokoria Kourouma également. La régie Lamine Sidibé, le tour sur la supervision technique d'Ali Kabe de Francis Collier. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente suite de programmes sur Espace TV. Regardons-nous.